Salut Fabien. Hello Alexia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur le podcast de Story Travaux. Ouais, et le premier. Première interview, mais je trouvais que c'était important de t'inviter toi pour mon premier invité parce que tu es mon mentor travaux, en tout cas je te considère comme. Et donc du coup je trouvais que c'était une jolie façon de commencer le podcast. Mais merci. Donc du coup, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter un petit peu, présenter ton parcours ? Yes, alors moi c'est Fabien. Alors par quoi commencer Alors j'ai surtout une double compétence qui est investissement immobilier, travaux. En fait je baigne dans ces deux domaines depuis une douzaine d'années maintenant. Notamment j'ai commencé l'investissement en 2013 et j'ai commencé mes premiers pieds dans le bâtiment, c'était tout de suite à 17 ans. J'étais sur chantier et après j'ai repris des études et j'ai fini en bureau d'études au Luxembourg pendant 7 ans. Donc ce qui fait que en parallèle j'avais deux carrière en bureau d'études dans le bâtiment et en parallèle sur mes propres projets, sur mes propres chantiers. Donc voilà, ça fait une douzaine d'années et donc suite à ça j'ai créé notamment un organisme de formation en 2020, donc que tu as intégré il y a 2-3 ans. Ouais, Et qu'aujourd'hui on doit être 1300. Ah ouais, on est 1300. On est 1300. Ça prend une belle ampleur. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Ok, ça marche. Donc, ouais, du coup, c'est vrai que tu as commencé au Luxembourg. Et c'est intéressant par rapport à ça parce que tu dis souvent qu'il y a quand même une différence entre le Luxembourg et la France, non, au niveau de la rénovation. Yes, surtout, alors au niveau de la construction, mais surtout au niveau de la rénovation énergétique. Je pense que c'est un des pays dans le top 5 au monde. Allez, je dis top 10 pour vraiment pas prendre de risques, mais à mon avis, c'est top 5 parce que ça fait déjà, par exemple, depuis 2017 ou 2018 que toutes les constructions neuves doivent être en classe AAA. Alors qu'en France, on est encore en BBC. Ouais. Donc, il y a quand même un bel écart. Et pourquoi ? Parce que, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais en 2007, il y a le Grenelle de l'environnement qui avait beaucoup fait parler à l'époque. C'était Sarkozy, je crois de mémoire, le président. Et en fait, là, on disait déjà, attention, les bâtiments polluent énormément. Gros poste de pollution, ça doit correspondre à 40% en France. Et donc, tous les pays européens ont parlé de ça. Et en fait, il y a quelques pays qui tout de suite ont mis en place, dont le Luxembourg, 2007, boum, nouveau DPE, comme nous on a eu en 2021. Donc ça veut dire qu'on a bien 15 ans de retard. Wow. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils nous mettent un calendrier qui est super réduit, parce que... alors, ils attendent 15 ans pour se réveiller, et après ils nous disent maintenant, vous avez 10 ans pour rénover le parc immobilier complet. Alors que si on avait commencé en 2007, on aurait pu avoir un calendrier sur 25-30 ans, et on aurait pu atteindre les objectifs en 2034, comme ils nous ont dit, mais en commençant en 2007. Donc, c'est le truc, voilà, pas terrible. Mais moi, j'ai eu la chance de justement travailler dans cet environnement qui, tout de suite, 2007, hop, on y va. Et donc, ils ont fait aussi... En fait, c'est marrant parce qu'il se passe là exactement la même chose en France. Au début, personne ne comprend. Le DPE, ça fonctionne pas. On fait 4 DPE et 4 DPE pour la même maison, 4 résultats différents. Enfin, tout ça, ça a été vécu. On croit que c'est n'importe quoi ce qu'en France on fait, mais c'est tous les pays comme ça. On teste un nouveau truc, on optimise, on améliore, on corrige ce qu'il y a à corriger. Par exemple, en France, ils ont corrigé pour les petits appartements de 40 mètres carrés. Bah, c'était exactement pareil au Luxembourg. C'est qu'il y a eu des trucs à améliorer. Donc, moi, je suis arrivé en 2012, donc ils avaient déjà 5 ans, ça fait déjà 5 ans qu'ils avaient enclenché le process. Et donc, j'ai pu travailler dans un environnement qui était déjà très propice à la rénovation énergétique. Et voilà, donc ça, c'était vraiment le côté très intéressant. Ouais, et c'est pour ça que d'ailleurs, tu étais déjà en avance de phase sur le sujet, parce que moi, je me souviens, quand on a rejoint le programme en 2021, voilà, il y avait déjà plein de choses que toi, tu partageais sur le sujet, qui étaient forcément très peu connues en France à ce moment-là. C'était pas connu. Ouais, non, pas connu du tout. Parce que, en fait, forcément, je suis venu, moi, j'avais fait des centaines, si ce n'est des milliers de DPE, que j'avais déjà optimisé. Ça faisait depuis 2012, entre 2012 et 2019, j'en ai fait énormément. Donc je connaissais ce qu'il y avait derrière, je savais comment ça fonctionnait. Alors il y a quelques petites nuances, mais à 90% c'était la même chose. Donc c'est tout de suite, quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, vous inquiétez pas, je maîtrise, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà, et c'est ça que j'ai partagé assez rapidement. Et du coup, ouais, par rapport à ça, c'est vrai que bon, on le disait, avec la nouvelle loi...
climat, c'est vrai qu'ils veulent, ils nous mettent pas mal de contraintes sur ce fameux DPE et la note du DPE pour pouvoir louer, notamment sur les prochaines années. Est-ce que tu pourrais nous partager, toi, 3 conseils un peu pépites pour améliorer la note du DPE, parce que c'est souvent une grande question chez les investisseurs. Yes. Alors, comment j'aime bien fonctionner pour un DPE, c'est surtout, je vais déjà commencer par la technique. On pense toujours fenêtre isolation, mais à mon sens, ça sert à rien de commencer par là si on est déjà pas optimisé au niveau chauffage, VMC et ballon d'eau chaude. Parce que déjà, si on a un ballon d'eau chaude à 250 litres sur un studio, on est déjà... Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà optimiser cette partie-là. Ok, ballon d'eau chaude le plus petit possible, VMC en gros, au niveau du chauffage, soit pompe à chaleur réversible, RR, soit radiateur électrique, ça dépend si on est dans le nord ou dans le sud. Okay. Et déjà, là, je vois où on en est. Peut-être que déjà, avec ça, même sans isolation, je suis peut-être déjà en F, ou peut-être pas loin du E. Donc là, je vais voir où j'en suis. Donc ça, c'est le premier conseil. Commencez toujours par ça, parce que c'est finalement les postes qui coûtent les moins chers. Parce que changer un ballon d'eau chaude, on parle de 800 €. Changer une VMC, on parle peut-être de 700 €. Des radiateurs, pareil, c'est peut-être 500 € pièce. Alors que refaire tout un doublage des murs, c'est pas le même prix. Ça coûte beaucoup plus cher. Un cher. appartement, ça peut tout de suite être 10, 15, 20 000. Et en plus, quand on a des locataires sur place, on peut pas faire les travaux. Faut qu'on le reloge. Alors que changer un ballon d'eau chaude, ça peut se faire en une journée. On dit aux locataires, pendant aujourd'hui ça va être chiant, mais vous allez avoir un meilleur ballon, ça va être bien, vous allez avoir de l'eau bien chaude, ça va être mieux. Et donc on peut justifier, on peut donc ça c'est vraiment le conseil, en tout cas, surtout pour ceux qui ont des locataires aujourd'hui, avec des passoires, et qui veulent avec 1 ou 2 travaux gagner quelques années, juste déjà sur la partie technique, très important. Deuxième conseil, souvent on surestime l'impact des fenêtres. On pense que souvent les gens ils disent « Ah mais je suis en G, je comprends pas, pourtant j'ai du double vitrage ». Je trouve que les fenêtres c'est le pire ratio coût DPE. Surtout par exemple si on a déjà de l'ancien double vitrage. Alors si on est en simple vitrage, ok. Mais c'est pas forcément au DPE qu'on va gagner, c'est surtout en confort. Phonique, infraction, confort, courant d'air, etc. Mais sur le DPE, vu que c'est des petites surfaces, c'est pas ça qui va révolutionner un DPE. On peut très bien être en G avec du triple vitrage. C'est vraiment, par exemple, avoir de l'ancien, alors à partir des années 95, où vraiment les doubles vitrages étaient pas trop mal. C'est vrai qu'avant, ils mettaient pas de gaz à l'intérieur, par exemple. Ah oui, ils mettaient de l'air, c'est ça? C'était de l'air, et il n'y avait pas une sorte de feuille, je sais pas, c'est pas de l'aluminium, moi j'appelle toujours ça de l'aluminium, mais je sais pas quoi, qui réfléchit, qui garde un peu mieux la chaleur à l'intérieur par rayonnement. Et en fait, c'est vrai que changer ces anciens doubles vitrages qui étaient certes moins performants par du nouveau double, franchement, on va gagner quelques points sur le DPE et on va payer 1 000 € par fenêtre. Et encore, si on a des fenêtres cintrées en zone ABF, ça peut vite être du 2 000, 2 500 €. C'est clair. Donc voilà, ça c'est le deuxième conseil. Si j'en ai un troisième, les combles, ça c'est primordial à isoler. Et surtout, ne faites pas des travaux avant de valider le concept énergétique. Parce que... par exemple, chez moi, pas très loin de là où j'habite, il y a un avocat qui rénove un immeuble de 3 appartes. Il fait super concept, franchement, il fait tout ce qu'il faut, isolation par l'extérieur, ballon d'eau chaude, machin, il fait tout ce qu'il faut. Toiture, pareil, il doit mettre 30 cm d'isolation, peut-être moins, peut-être 20 cm. Et il fait le DPE, donc DDE, le dernier en E. Et ça se joue à pas grand-chose, ça se joue à un ballon d'eau chaude surdimensionné, ou un truc un peu bête, et en fait, peut-être qu'il va changer le ballon d'eau chaude, mais ça va lui coûter, ça va lui coûter un ballon. Et alors qu'il l'avait fait avant, il aurait tout de suite mis le bon, et non, je crois même que la VMC, il avait pas mis la bonne chose. Et voilà, et il comprenait pas, mais parce que lui, il était focus sur l'isolation, il passe sur la technique, et il a pas validé avant, donc voilà. Donc, quand tu dis valider avant, c'est pour faire le DPE projeté, c'est ça? Ouais, il vaut mieux. Okay. On peut très bien rappeler celui qui a fait le DPE. On lui donne un billet, on lui dit est-ce que vous pouvez me faire des variantes, est-ce que si je mets tel ballon, tel radiateur, etc., où j'en suis, et normalement s'il est plutôt professionnel, il le fait. Donc après, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on avait fait, le DPE projeté, on l'avait fait pour notre résidence principale. Et ça nous avait servi parce que en fait, on a fait venir du coup un diagnostiqueur qui nous avait été recommandé.
il a fait ses simulations sur sa petite tablette. Et en fait, on n'avait pas... Enfin, c'était compliqué de mettre en place une VMC parce qu'il fallait demander à la copro, etc. Bon bref, c'était compliqué. Et du coup, on avait prévu de mettre un extracteur d'air dans la salle de bain. Et en fait, il nous a dit ne mettez pas d'extracteur parce que ça va vous baisser la note. Vous avez déjà une fenêtre, vous avez une ventilation naturelle, donc laissez ça comme ça. Et heureusement qu'on l'a fait intervenir parce que sinon on aurait mis un extracteur d'air. Vous aurez payé pour avoir moins bon. Voilà. Là, c'est vrai que c'est étonnant, mais dans le DPE, ouais, c'est l'ouverture des fenêtres est mieux considérée. Alors, si vous n'avez pas de problème de condensation, c'est ok, enfin d'humidité. Mais par contre, le jour où vous rénovez, par exemple, cet appartement. En fait, on peut ne pas avoir d'humidité, de problème. Enfin, il y a plein d'appartements, il n'y a pas de VMC, il n'y a pas de problème. Mais d'un coup, on change les fenêtres, on fait du doublage, donc on rend le truc plus étanche, on change la porte palière. Là, il y a quelqu'un qui était venu me voir là, sur Instagram il y a une semaine. Elle me dit j'ai changé la porte palière, je me retrouve avec des problèmes d'humidité. En fait, c'est parce que la porte palière, elle était tellement pas étanche avant que ça faisait de la circulation d'air. Ça faisait la ventilation. Et là, elle met une porte palière avec le seuil, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Bien étanche, etc. Donc ça a coupé la ventilation naturelle et elle s'est retrouvée avec des problèmes d'humidité parce que elle n'avait pas la VMC. Ouais, bien sûr. Oui, il faut faire attention à ça. Non, mais c'est vrai que nous, vu qu'on aère tout le temps, on n'a pas de sujet. Mais effectivement, quand on commence à faire des projets bien étanches, il faut avoir une bonne ventilation. Exactement. Ok, ça marche. Et du coup, justement, par rapport à toutes ces problématiques de rénovation énergétique, donc d'un côté, c'est effectivement hyper important pour le confort, mais aussi le côté, on va dire, environnemental. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la rénovation, ça devient de plus en plus cher en termes de coûts, de main-d'œuvre. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de projet quand on veut se lancer dans l'investissement immobilier par rapport à toutes ces problématiques-là, le fait d'avoir d'un côté la rénovation énergétique qui semble assez essentielle et primordiale aujourd'hui, mais d'un autre côté, le fait que on a une rénovation qui coûte aussi de plus en plus cher. Si aujourd'hui j'étais débutant, que je m'y connaissais pas trop en travaux, ou voire pas du tout, je commencerais par des projets plutôt rafraîchissement, ou éventuellement rénovation moyenne, où il faut gagner 1 ou 2 classes de DPE. Okay. Et par exemple, typiquement, je viserais des appartements par exemple, qui sont intermédiaires dans les copropriétés, qui sont pas au rez-de-chaussée, qui sont pas au dernier étage. Ils sont, par exemple, ceux qui sont au milieu ou à l'étage 1 ou 2, sont plus faciles à améliorer en DPE. Parce qu'il y a moins de murs déperditifs. Et je chercherais peut-être ceux-là. Et je négocierais, je jouerais sur le DPE, où je dirais, il faut gagner 2 lettres. Ouais. Et après, l'idée, c'est de monter en compétence. C'est un peu comme un jeu vidéo. C'est qu'on va commencer au niveau 1. Donc ça, je vais l'appeler au niveau 1. Et en fait, après, on va peut-être faire un appartement un peu plus grand, ou avec un peu plus de travaux. Puis après, le 3e, faudrait peut-être isoler les murs. Puis après, le 4e, ça sera peut-être un immeuble. Et c'est comme ça. Et après, on va faire des travaux. Et finalement, c'est là où... Forcément, comme tu disais, c'est notre discussion d'avant, mais en fait, c'est là où tu vas faire plus de rentabilité parce que tu prends plus que de risques. Mais toi, tu montes aussi en compétences. Donc ça va avec. Voilà. Tu te crames pas les ailes. C'est ça. Et, alors que commencer tout de suite par un immeuble, pourquoi pas? Moi, je l'ai fait, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais en tout cas, pour ceux qui ont peur, je recommanderais ça. Ok. Ça marche. Et justement, quand tu dis que tu as commencé par un premier immeuble, comment ça s'est passé sur ce premier projet? Parce que tu avais déjà des compétences techniques, mais est-ce que tout s'est bien passé, entre guillemets J'ai fait... là, le premier... En fait, j'ai découvert l'investissement immobilier sur un blog. Et c'est marrant parce que c'est un gars qui travaillait au Luxembourg. Ah oui, et qui vivait en France, mais genre à 20 km de chez moi. Okay. Et il documentait des projets qui étaient genre des fois à 10 km de chez moi et je trouvais ça fou. Et en fait c'était très mathématique, il disait il y a tant de loyer, tant de crédit, tant de charges, etc. Et je trouvais ça fou et donc tout de suite j'étais visiter des biens, je me rappelle je gagnais peut-être 1 900 €, je fais un dossier pour un projet d'investissement à 550 000 qui avait 20 studios. Genre jamais je me serais fait financer. Mais en fait, j'ai tellement fait un rapport qui était carré, etc., que même les banquiers se moquaient pas, mais ils disaient, bon, reviens avec un truc un peu plus petit. T'as pas d'argent de côté, ou je veux avoir 5-6 000 € et un petit CDI. Et en fait, donc après, j'ai trouvé cet immeuble qui était plus dans les 90 000 €, donc c'était un peu plus à mon échelle. Et en fait, j'ai fait déjà une première erreur, c'est que j'ai pas... en fait, à l'époque, j'avais 22 ou 23 ans, mais je faisais très jeune.
Franchement, je faisais genre 18-19 ans. Okay. Et genre, j'ai pas osé aller visiter dans les appartements. L'agent immobilier m'en a montré que un. Et il m'a dit, t'inquiète, tous les autres sont dans le même état. Il m'a montré celui où il y avait une petite mamie qui entretenait très bien son appartement, qui illustrait le parquet tous les 2-3 ans. Enfin, il était bien. Ça faisait 30 ans qu'il était là, il était bien. Et donc je dis ok. Après, il monte dans le grenier, il me montre une petite panne à changer. Il me dit, regarde, t'as vu, moi je suis transparent, je te montre. Et ça coûte 300 €, je te montre. Donc là, j'ai baissé les armes. Je me suis dit, ok, le mec il a de confiance. Agent immobilier, tu sais, au début, tu crois toujours que tous les comptables sont bons, tous les agents immobiliers sont bons, tous les notaires sont bons, que tous les artisans sont bons. Enfin, bref, tu vois, tu as encore une comment dire, sur le statut, enfin pas le statut, mais en tout cas sur le métier, tu dis... Ouais, t'as confiance. Tu te dis, c'est un pro, donc il va pas me la faire à l'envers. Non. Donc, on arrive au notaire, puis le vendeur, il dit... Enfin, le notaire, il pose la question, est-ce que vous avez des à payer ? Oh, non. On l'écrit sur le truc. Donc, je dis, s'ils écrivent ça sur un acte de vente un document officiel, écrit, normalement c'est bon. Signé, ouais. Et là j'achète, impayé, premier. Parce que tous les autres appartements étaient loués. loués. Tout était loué, ouais. Okay. Les 4 étaient loués. Donc, déjà je commence à recevoir mes premiers loyers, donc petite dose de satisfaction, on se dit, ah ouais, c'est sympa. Et, mais il y en a qui vire pas son loyer. Donc, on va le voir, on essaie de comprendre, et en fait, on se rend compte que ça fait un moment qu'il paye pas. Et en même temps, je me rends compte que que l'appartement, déjà, il n'était pas dans le même état que l'autre, et j'avais pas prévu de budget travaux. Et en plus, je me rends compte qu'il y a de la mérule dans un autre appartement, sur 15-20 mètres carrés. Okay. Et donc là-bas, je fais sortir le locataire, parce que je me dis, le plancher, il va s'effondrer, et lui, je lui explique, et donc il accepte de partir. Il accepte de partir, il accepte de partir. De toute façon, il était en train de chercher ailleurs, et voilà. Et là, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? En fait, j'ai eu une réaction un peu bizarre, c'est que je me suis dit, je vais trouver un deuxième immeuble qui va compenser la perte de celui-là. Donc, je trouve un deuxième immeuble, j'achète à la campagne, 3000 habitants, 6 apparts et une petite maison. Et donc, c'est deux investisseurs qui avaient fini leur déficit. Ouais. Ils ont acheté un bâtiment, genre 35 000 €, ils ont fait genre plus de 100 000 € de travaux, enfin ils ont vraiment fait une bonne affaire. Ouais. Okay. Et ils le revendent dans les 200 000. Donc j'achète ça, et là je commence à louer, puis j'ai des gens qui partent, je commence à avoir le turnover classique, je rénove, je rafraîchis. En fait, je rafraîchissais chaque appartement, parce que tu sais, ils avaient les cuisines blanches, double porte, etc., un truc minimum syndical. Je déteste la phrase, mais c'est pour les locataires, comme ils abusent. Et bref, je mets une annonce pour louer, personne me répond. Et là, pas de demande. Ouais, pas de demande. Je me dis, mais pourquoi je suis allé aussi loin ? Pourquoi j'étais me perdre ? Et là, je me dis, merde, je viens de m'acheter 2 immeubles, j'ai 11 apparts, il y en a un qui a de la mérule, un qui a impayé, et l'autre qui se loue pas. Et là, dans ma tête, c'était compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et en fait, j'ai compris par la suite que Le Bon Coin... Alors, j'avais même imprimé des affiches, et j'allais à l'Intermarché du coin, pour distribuer, pour montrer. En fait, j'avais pas compris l'utilisation de Le Bon Coin, qui fonctionne à des mots-clés. Et forcément, si tu mets qu'une ville qui est perdue, en fait, il faut mettre proche, et tu mets toutes les grandes villes autour, tu mets proche telle autoroute, tu mets proche de tous les atterrés qu'il y a autour. Et quand j'ai fait ça, là, par contre, j'avais de la demande. C'est juste que j'avais mal utilisé Le Bon Coin. Donc déjà... Mais quand même, tu vois la frayeur... j'imagine, quand tu débutes en plus... Exactement. Donc, puis après, le reste, ça a été... Et après, j'ai fait un achat-revente, et puis j'ai acheté des immeubles, etc., d'autres immeubles. Mais voilà, ça, c'était les débuts. D'accord, ok, ça marche. Et par rapport typiquement au problème de mérule, du coup, comment t'as dû traiter ça ? Ouais, on a remplacé tout le plancher par une dalle poutrée lourdie, un béton classique. Et on a réparé la fuite, parce que déjà, c'était un siphon qui fuyait. Qui fuyait au goutte à goutte tout le temps. Du coup, c'est le siphon, c'est la fuite avec le temps qui a créé la mérule, le champignon. Ça et cave pas très ventilée, donc on a remis la cave en ventilation. J'ai eu de la chance, c'est que les autres dalles étaient en béton et celle-là était en bois. Et après, un peu de traitement, un peu de brûlure, tout ça, mais le budget était très limité, donc on a un peu laissé comme ça. J'ai vérifié que ça n'a pas été touché, les charpentes, etc. Donc j'ai enlevé vraiment le placo du plafond et ça n'a pas été jusque-là. Donc, d'accord. Voilà. Et cet immeuble a été revendu, mais à perte. Et tu as préféré t'en débarrasser. Exactement. Mais j'ai mis du temps. En fait, jusqu'au bout, je me suis dit, je vais quand même le rénover, mais en fait, c'est un secteur où
Le prix au mètre carré n'est pas très élevé. Ouais. J'ai arbitré. Je me suis dit, tant pis, j'ai préféré le revendre dans l'état et le revendre moins cher. Je comprends parce que c'est vrai que parfois il y a certains secteurs, en fait le prix au mètre carré il est tellement faible que si tu rénoves, t'arriveras jamais à être rentable en fait. Ça. Parce que la rénovation, le coût de la rénovation coûte trop cher par rapport au prix du mètre carré pour arriver à le valoriser. C'est ça. Donc j'ai fait quand même un peu de travaux, j'ai changé les fenêtres, j'ai fait des trucs, révision de toiture, faire cette dalle et puis 2-3 autres bricoles, mais puis j'ai revendu comme ça. Ok, ça marche. Et donc ouais, c'est vrai qu'avec tous tes projets et ton métier de base, t'as acquis énormément de compétences techniques pour en arriver là. Mais est-ce que pour un investisseur qui est débutant, selon toi, il peut quand même, tu vois, aborder les travaux de manière sereine, enfin, parce que bon, faut de toute façon commencer quelque part. Après, tu le disais, bon, il faut effectivement commencer étape par étape. Mais est-ce que tu penses que pour arriver à ton niveau aujourd'hui avec énormément de compétences, il faut faire combien de chantiers à peu près? Je sais pas si tu as une idée ou... Bonne question. Je me suis jamais posé la question. Mais je pense déjà quand tu fais un chantier, déjà juste tu gères vraiment un gros rafraîchissement, pâture, revêtement de sol, changer la cuisine, refaire la salle de bain, changer les fenêtres. Je pense déjà là tu comprends déjà, les mécanismes, etc. Et après, en fait, finalement, plus tu vas faire gros et plus tu vas rajouter. C'est qu'après, tu vas rajouter l'isolation placo, puis tu vas faire une rénovation plus grosse. Donc, tu vas rajouter peut-être du gros œuvre, de la toiture, la façade. Donc, en fait, c'est que tu rajoutes. Enfin, tu vois, la finition, dans tous les cas, tu la feras toujours. Faire la pâture, cuisine, etc. Donc, je pense que déjà... Mais à mon avis... Alors, je vais peut-être prêcher un peu pour ma paroisse, mais je pense, tu fais un premier projet, mais tout de suite, tu chopes les bonnes pratiques, avec les bons outils, bonnes pratiques, pour tout de suite bien maîtriser déjà la partie finition. Parce que surtout, c'est là en plus que tu fais vraiment les économies, parce que c'est là que tu vas poser tes matériaux. Parce que bon, le placo, l'isolation, bon, tu peux laisser les artisans choisir. Exactement. Mais tout ce qui est parquet, etc., autant choisir les tiens. Mais à mon avis, il faut tout de suite vraiment ici déjà choper les bonnes pratiques, avoir son tableau de suivi, avoir tout de suite, je sais pas, définir ses matériaux qu'on va utiliser. Parce que l'idée aussi, c'est que chaque rénovation, on va essayer d'utiliser à chaque fois les mêmes matériaux. Tu vois, on se dit, ok, le revêtement de sol là, il marche bien. Autant le mettre sur tous les projets. La cuisine là, elle marche bien. J'ai la bonne combinaison, le bon plan de travail. Je peux le mettre partout. Le meuble vasque là, il marche bien. Ce bac de douche. Et en fait, il y a des trucs, c'est un peu dans les startups, on dit un peu scalable, c'est-à-dire, tu vois, genre copier-coller, puis genre vraiment d'aller vite. Mais en fait, je pense que la rénovation, si tu veux faire un patrimoine, tu fais pareil. Tu prends un concept qui fonctionne, même pour le DPE, tu vas dire, je sais qu'en faisant tel radiateur, tel VMC, tel ballon d'eau chaude, je sais que ça fonctionne, que ça s'entretient bien, que je gagne des lettres, etc. Donc, Ouais, mais je suis carrément d'accord avec toi parce que c'est vrai que nous, tu l'as vu là d'ailleurs sur les 3 appartes, on a globalement mis les mêmes matériaux de base, on va dire par exemple dans les salles de bain. Et c'est vrai que aujourd'hui, je trouve que c'est hyper important de choisir soi-même ses matériaux, comme tu le dis. Bon, tout ça, on l'a appris avec toi, mais c'est vrai que de tout choisir jusqu'aux plaintes, que ce soit la colonne de douche, que ce soit les poignées de porte. Exactement. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment optimiser les coûts de son chantier et effectivement de pouvoir les réutiliser sur les appartes, mais c'est un gain de temps phénoménal, quoi. Et surtout la gestion locative. Parce que ça, tu t'en rends compte, et ça, je m'en suis rendu compte sur mes états des lieux de sortie. Donc, je fais les états des lieux, donc je rafraîchis les apparts, je fais les états des lieux d'entrée, tout est neuf. Puis quand tu fais l'état des lieux de sortie 3 ans après, tu te dis, mais pourquoi j'ai mis cet évier noir en résine qui est rayé, qui est plein de calcaire? Pourquoi j'ai mis cette porte de douche qui se décroche? Pourquoi? Tu vois? Et là, tu remarques, tu dis, il y a des trucs, ça vieillit vraiment mal. Et pourtant, tu dis, mais pourtant, c'est le cuisiniste qui m'a recommandé ça. Pourtant, c'est le plombier qui m'a recommandé ce mitigeur. Pourtant, tu vois? Donc là, tu dis, ok, bon, là encore une fois, comme l'agent immobilier, j'ai fait confiance aux pros. C'est ça.
Bon, ils n'ont pas pris en compte tous les paramètres. Tous les paramètres, exactement. Ok, le truc résine noire, par exemple, l'évier résine noire, c'était la mode pendant, je sais pas si c'est encore la mode, mais en tout cas, ça l'était pendant un moment. Donc, ils le mettaient pour tout le monde. Mais en fait, locatif, ils n'auraient pas dû recommander ça. Mais bref. Ouais. Et donc, en fait, ça tu l'apprends aussi à ton détriment, finalement. Et donc tout ça, c'est de l'expérience que justement après j'ai enseigné que pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs, que tout de suite vous mettez les bons matériaux. Donc il y a non seulement réduire les coûts à la base sur les devis, mais en plus sur la partie entretien locatif. Parce que ça, on n'y pense pas, mais ça, c'est ce qui peut venir rogner sur le cash flow quelques années plus tard. Ouais, bien sûr. Donc, parce que là, si tu as un truc à changer, tu vois, par exemple, typiquement, justement, l'immeuble que j'avais acheté qui a été rénové peut-être 8 ans, peut-être 8-9 ans auparavant par les investisseurs, ils avaient mis du parquet premier prix. Vraiment, le truc à 2 ou 3 euros du mètre carré, tu sais, qu'on peut voir, il était déjà bon à jeter. Ouais. Il était déjà bon à jeter, donc j'ai dû le jeter. Dans les chambres, il était bon encore, mais dans les pièces de vie, j'ai dû le changer. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais bon. De toute façon, on apprend toujours avec c'est ça. les rénovations au fur et à mesure. Et puis ouais, comme tu le dis, c'est vrai que le fait de devoir changer, nous typiquement, c'est vrai que pour l'appartement en Normandie, comme on le disait, on avait fait le choix de base de ne pas changer de ballon d'eau chaude. Là, on l'a fait récemment et on sait qu'on est parti sur du bon matos, sur une bonne marque. C'est des marques maintenant qu'on pense mettre à chaque fois dans les apparts. Et bon, au moins, une fois que tu as ta référence, c'est ça. Ça te simplifie la vie, quoi. Après, faut pas non plus partir dans l'autre extrême de mettre des trucs vraiment super haut de gamme, parce que bien sûr. ça, c'est aussi le piège. Il y a vraiment, tu vois, t'es pas obligé de partir dans du carrelage à 60 euros du mètre carré. Je veux dire, des fois, à 20, 25 euros, tu peux avoir des choses très bien, ou même à 30 euros si tu veux des trucs un peu plus grands, mais là aussi, il faut... Et c'est vrai que c'est toujours... Il y a tellement de matériaux qui existent qu'on va pas refaire le boulot finalement à chaque rénovation. Donc, et c'est pour ça que je pense que le débutant aujourd'hui sur le premier projet, il faut qu'il accepte de prendre le temps finalement d'avoir sa base, ses fondations, son cahier des charges pour les projets d'après. Ouais, bien sûr, et de pouvoir capitaliser dessus. Exactement. Mais là, c'est là où c'est mieux de prendre l'expérience de quelqu'un. Ouais. Parce que le problème, c'est que si on écoute les pros, etc., là aussi, on peut avoir des mauvaises... Enfin, moi, au début, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, il y a beaucoup de trucs que j'ai regretté d'avoir mis en place. Ouais, c'est ça. Donc, soit parce que c'est trop cher, soit parce qu'effectivement, ça manque... Exactement. Ça s'use beaucoup trop vite, quoi. Exactement. Et par exemple, tu vois, j'ai un autre cas où... Pareil, j'avais une cuisine à changer. Et... changer, en fait, juste quand j'avais, par exemple, ce deuxième immeuble où chaque turnover, je voulais... upgrade parce qu'en fait justement avec la demande locative n'était pas incroyable, je me suis dit il faut que je sois le numéro 1 dans cette ville pour que dès que quelqu'un cherche un appart ça soit moi, et donc je mets des cuisines équipées et c'est marrant parce que la première cuisine équipée que j'achète, en fait je demande conseil à des cuisinistes et il me dit mais tu sais il vaut mieux mettre des trucs, monter d'usine, blabla, tu sais, il sort son pitch commercial, c'est normal, c'est son job de vendre, et il dit comme ça t'es tranquille, etc. Et je l'achète 3 000 € pour AF2. Et sauf qu'après les apparts d'après, mon budget il s'est réduit et sur les autres apparts j'ai réussi à 1 000 €. Ah oui. Pareil, j'ai dû... C'est une sacrée différence, ouais. Ouais, ça a dû être peut-être, je sais plus, c'était Ikea. Il y a un locataire qui s'est même proposé, il en a installé une, il me l'a sortie pour 1 000 €, elle était trop belle. Okay. Et après je me suis dit, en fait pour 1 000 € on peut déjà faire des trucs vraiment sympas. Donc un autre appart, le même agencement, je m'en sors pour 1 000 au lieu de 3 000, mais en fait le loyer c'était le même. Et en fait, les caissons, qu'elles soient montées d'usine ou du kit, ça tient tout aussi bien. Il faut juste bien faire attention au plan de travail, éventuellement mettre des poignées en métal. C'est plus le robinet, l'évier qu'on va jouer. Mais là, toi, c'est bête. J'ai perdu 2 000 € sur ce truc, bêtement. Et j'aurais pas revendu plus cher parce que cet immeuble-là, j'ai revendu avec une belle plus-value. Mais c'est pas ça qui a fait gagner de la valeur à la revente. C'est pas ça qui a fait gagner de la valeur au loyer, et c'est pas ça qui a fait que ça s'entretienne mieux, que ça résiste mieux, ou je ne sais quoi. Les deux cuisines ont vieilli tout aussi bien. Donc, donc comme quoi. Comme quoi. Donc mettre plus cher n'est pas forcément... la solution. C'est pas forcément... c'est pas forcément beaucoup plus qualitatif. Ouais, bien sûr. C'est vrai que je pense qu'effectivement, une erreur aussi chez les investisseurs débutants, c'est de vouloir faire...
comme si c'était pour soi. Exactement. Et du coup, de mettre effectivement beaucoup trop cher dans les matériaux, la cuisine, enfin voilà quoi. Et c'est marrant, c'est qu'il y a un peu les deux extrêmes. C'est qu'il y a vraiment les investisseurs, ils veulent genre grappiller chaque euro. Ils vont prendre le parquet le moins cher, ils vont mettre du premier prix partout. Et t'as les autres qui vont faire comme si c'était chez eux. Ouais, c'est un peu luxe quoi. Exactement. Et en fait, les deux vont perdre de l'argent parce que le premier, il va devoir remettre toujours des billets pendant l'entretien locatif. Et s'il le fait pas, à la revente, il va perdre parce que il va forcément vendre à un investisseur. L'investisseur, il va négocier. Enfin, je veux dire, on est tous investisseurs. Nous, on fait pareil. Quand on visite, on voit bien. Bah, t'as mal fait le boulot, tu négocies. Tu négocies. Et celui qui a rénové trop cher, bah pareil, sa rentabilité, parce que mine de rien, je sais pas si t'as déjà fait l'exercice, mais des fois je m'amuse à faire l'exercice en me disant, tiens, si j'avais rénové 10 000 euros, 20 000 euros plus cher, c'est tout de suite moins de cash flow, moins de plus-value, et taux d'endettement bancaire. Parce que ça, on n'y pense pas sur le moment, mais ça peut très vite impacter le taux d'endettement bancaire, et c'est ça, et à mon sens, chez les débutants, c'est une des erreurs les plus communes. C'est à ce niveau-là, c'est de flinguer leur taux d'endettement sur un ou deux projets parce que ils ont acheté trop cher, puis ils ont rénové trop cher, puis voilà. Et ça te flingue pour la suite. Exactement. Sachant que dans la rénovation, comme on le sait, on peut avoir des imprévus. Donc du coup, effectivement, il faut plutôt se réserver une part pour les imprévus plutôt que de flamber un petit peu le budget travaux sur des matériaux, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Hyper intéressant tout ça. Et est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être quel est ton projet qui a été le plus ambitieux en termes de travaux? Je pense que c'est un hôtel un ancien hôtel que j'ai transformé en immeuble d'appartements meublés. Où les gens ils viennent et tout est meublé, ils ont l'électricité, la wifi, etc. Plus jamais je ferai un projet comme ça parce que j'ai notamment, il y avait une partie qui était occupée et en fait on faisait les travaux dès que quelqu'un partait, on faisait les travaux et en fait, c'était franchement la prochaine fois je pense que je demande à tout le monde de partir et je fais les travaux en une fois. En tout cas je demande aux vendeurs de gérer le départ de tout le monde. Ça c'était un gros projet. Le dernier est pas mal aussi. C'est avec un ami où on a acheté un bâtiment qui doit faire 300 mètres carrés. Et, peut-être même un peu plus, avec les combles aménagés. Et on a divisé en 2 gros lofts. Donc c'est un projet à plus de 700 000, 750 000 euros. D'accord, qu'on va revendre dans les 900, 950, peut-être 1 million. Mais Donc c'est quoi? C'est un projet d'achat-revente? Achat-revente, mais en mode chacun on a notre RP. Donc, voilà. Donc on s'est acheté tout le bâtiment pour nous. Lui, il me l'a revendu, une partie. Et ce qui fait que moi, j'habite dans l'un, lui, il habite dans l'autre. Et comme ça, et en fait, on a mis en commun, notamment la façade, la toiture, on a fait les travaux communs. Donc on a un fichier qu'on suit. Et en fait, comme ça, l'idée, c'est de faire... Donc ça, ouais, c'était aussi... je pense qu'on a bien eu... on a bien mis 250 000 en travaux, quelque chose comme ça. Parce qu'on a quand même fait une bonne prestation. Il y a de la verrière sur mesure. Parce que c'est de l'achat-revente, c'est un secteur où on est à 3 500 euros du mètre carré. Même 4 000, 4 500 dans le neuf. Donc on s'est fait un peu plaisir. Donc ça, c'est même un autre où j'ai rénové une grange en 3 appartes, duplex, haut de gamme. J'en suis très fier. C'est un peu, entre guillemets, mon bébé celui-là, même si je vais devoir le revendre bientôt parce que je passe les 5-6 ans. Mais ça c'était les 3 beaux projets réno que j'ai fait. Ok, canon. Bah, la grange, du coup, c'est comme de la reconstruction, quoi. Ce que tu as fait dedans. Ouais, quasiment. Ok, top. Ouais, donc beaucoup de taf. Et j'imagine que oui, effectivement, ce que vous avez transformé en appartement meublé, le premier projet dont tu parlais, ça devait être hyper... Enfin, c'était un gros projet, ça. Oui. Parce que... oui, on était sur du 400 mètres carrés. On a même l'ancien restaurant, on a fait 2 apparts, on a même fait la création. D'accord, ok. On a fait la création, local commercial. Dans le local commercial, et puis il y a une dizaine de chambres. Ce qui est cool, c'est que l'ancien propriétaire avait déjà mis des cuisines, etc. dans les anciennes chambres, et il avait rassemblé des fois des 2 chambres pour en faire plutôt des 20 mètres carrés. D'accord, donc on s'est retrouvé avec des logements entre 15 et... Voilà, il y en a 2 qui doivent faire 12 mètres carrés, et tous les autres qui font peut-être 20, 25, 30. Donc
Ok. Et sur ces différents projets, à chaque fois, tu passes par un architecte Pour la partie décoration, j'aimais bien avoir je faisais plutôt la partie décoration qu'eux ils géraient, mais je faisais les plans moi-même. D'accord. Parce que en fait, c'est là aussi où tu économises beaucoup d'argent quand tu fais les plans. C'est que, et ça, l'archi, j'ai testé au début, et en fait, eux, ils te font du sur-mesure partout. Ouais. Tu vois, on dirait budget illimité. Mais, Ouais, c'est ça. donc, j'ai dit, ok, fais-moi une proposition. Mais après, je leur demandais le fichier AutoCAD et je redessinais par-dessus pour intégrer un max de trucs standards. Donc là, je remettais les cuisines derrière les salles de bain, j'essayais que les cuisines fassent 180 ou 240, j'essayais de faire des niches pour les dressings, pareil, où je peux intégrer des modèles que j'aimais bien chez Ikea ou chez ou Leroy Merlin, des petits dressings qui coûtent, je sais pas, 80 euros, 70 euros, tu sais, qui sont un peu, tu peux en largeur, tu peux les mesurer, comment dire, les découper, tu sais, tu peux les à plus ou moins 20 cm. Et en fait, c'est comme ça que je réfléchissais vraiment à cette partie-là, plus optimisée, après pareil, la plomberie, etc. Ouais. Donc là, effectivement, les plans, je les faisais toujours moi. Mais j'avais ce petit truc décoration où, en fait, j'ai pas cette sensibilité design. Donc là, j'avais besoin d'être accompagné sur les couleurs, sur les matériaux, et comment marier l'ensemble pour avoir un concept qui se distingue un peu plus de ce qu'on voit sur le marché, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Et donc du coup, ouais, je sais que c'est ce que tu disais, hein, on l'a vaguement évoqué, mais de toute façon, ce qui joue beaucoup sur un chantier, c'est la préparation. Complètement. C'est ça, hein. Toi tu... Ouais. Et d'ailleurs, moi je faisais aussi beaucoup, alors en bureau d'études, c'est que je faisais surtout la partie préparation pour les promoteurs. C'est-à-dire l'architecte m'envoyait les plans, et moi je faisais dessus toute la partie électricité, ventilation, tout ce qui est chauffage, clim, domotique, etc. Et également la partie enveloppe thermique, donc isolation, donc c'est moi qui faisais tout le concept, quelle isolation au niveau du sol, quelle isolation au mur, au plafond, ah oui, d'accord. Est-ce qu'on fait du croisé, pas croisé, je calculais les ponts thermiques, je calculais quelle valeur pour les fenêtres, est-ce qu'il faut du double, du triple. Au Luxembourg, il y a beaucoup de triple vitrage. Et donc, en fait, ça prenait vraiment du temps. Et donc, après, il fallait mesurer même les largeurs de gaines techniques, etc. Enfin, bref. Et en fait, il y avait deux types de promoteurs. Tu avais ceux qui voulaient que cette partie-là soit le plus vite faite, effectuée, pour vite poser la première pierre et vite construire. Eux, à chaque fois, pendant le chantier, c'était la guerre. Parce que, en fait, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas prévus, que l'architecte n'avait pas prévu, que moi, j'avais pas prévu, que l'ingénieur statique n'avait pas... Donc, on se retrouvait, et c'est là, à chaque fois, on se prenait la tête sur les chantiers. Par contre, il y avait des promoteurs, il y en a notamment un, je sais plus comment il s'appelle, mais j'adorais travailler avec lui, parce que c'était vraiment le promoteur. Et je me suis beaucoup inspiré de lui pour mes projets. Et ce que je vous enseigne, en plus, c'est beaucoup tirer de lui, parce que lui, c'était vraiment... Normalement, promoteur, c'est un financier. C'est quasiment... Mais lui, il était bon en technique. Il venait dans le bureau d'études, il me disait, ok, là, j'ai vu que tu as mis tel VMC pour les 40 appartes. Mais si on met tel VMC, est-ce qu'on est toujours bon au niveau du DPE? Et là, je faisais le calcul, je disais, ouais, c'est bon. Et boum, le gars, il venait d'économiser, je sais pas, peut-être 200 euros fois 40 appartes. Et en fait, il faisait ça sur tout. Il disait, là, l'isolation, si on met... 4 cm de plus en toiture, mais qu'on réduit de 2 en façade, parce que j'ai beaucoup plus de surface de façade, et je fais le calcul, boum, ça passait. Et en fait, il me challengeait, il disait, là, j'ai trouvé un isolant qui est un peu plus performant, il a un meilleur U, il a une meilleure lambda, donc un meilleur R, c'est qu'au Luxembourg, on fonctionne en U, mais ici, c'est en R, en résistance thermique. Et en fait, il me challengeait comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'il venait, quand il ressortait, il avait gagné de l'argent. Parce que, et même pareil pour les plans, il me disait, le placard, là, est-ce que si on le met là... je sais que ça me coûtera moins cher parce qu'il y a moins de cloison. Et lui, il faisait pareil avec l'ingénieur statique. Il allait voir l'ingénieur statique, là, est-ce que si on réduit un peu l'épaisseur des murs... En fait, il faisait ça avec tout le monde, avec l'architecte, etc. Et en fait, le gars, il avait tout compris. Il a tout compris. C'est quoi, excuse-moi, juste un ingénieur statique Celui qui faisait toute la structure. D'accord, ok. Dimensionner l'épaisseur des dalles, où est-ce qu'il faut mettre des poutres, où est-ce qu'il faut mettre des piliers. Pour les terrasses, etc. notamment, et dimensionnement des ferrailles. Et des fois, justement, c'était un peu la guerre, c'est que des fois, les ingénieurs statiques, ils mettaient leurs poutres,
Et moi, avec ma technique, avec mes gaines électriques, je devais passer des fois au travers. Donc, je devais l'appeler. Est-ce que si je fais un trou ici, ça va encore? Ça passe. Ça passe. Et, donc, et quand il y avait de la préparation, on pouvait même préparer les trous à l'avance. C'est-à-dire, il me préparait le chemin. Moi, je savais que j'allais passer là avec un câble qui faisait telle épaisseur. Et direct, on le prévoyait. Et quand ça allait trop vite, il fallait passer en dessous. Des fois, la hauteur n'était pas suffisante. Enfin, c'était vraiment le bordel avec ces promoteurs qui voulaient... Et finalement, les promoteurs qui pensaient gagner de l'argent et du temps en bâclant la partie préparation, on se retrouvait toujours avec des chantiers qui durent plus longtemps, plus de stress, plus d'argent, parce que après tous les imprévus, il fallait les payer... c'est là où les entreprises cartonnent sur le devis, et c'est normal. Alors que l'autre, qui avait tellement optimisé aux petits oignons chaque truc, chaque choix, le budget, on le dépassait quasi pas. Enfin, 3-4% près, on était dedans. Alors que les autres, à chaque fois, on prenait 15%. Incroyable la différence. La différence, ouais. Et beaucoup moins de stress. Et voilà. Donc, c'est pour ça que là, j'ai dit, OK, la préparation, c'est vraiment le truc le plus important. Essentiel. Voilà. Et ce promoteur qui faisait des projets à des dizaines de millions, il s'intéressait aux travaux, il s'intéressait à la technique, il s'intéressait aux matériaux, il s'intéressait aux concepts techniques, à l'isolation, au DPE, tout. Et il gagnait énormément d'argent comme ça. Parce qu'en fait, quand tu es professionnel, tu surestimes un peu partout. L'ingénieur statique est surestimé, moi je surestimais, l'architecte est surestimé, parce qu'on se protège, entre guillemets. Mais lui, il venait, il disait, non mais on peut faire comme ça, il n'y a pas besoin d'autant, j'ai déjà fait, on peut... Et en fait, il gagnait, mais il faisait tellement rentable sa boîte. Donc voilà. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. Mais du coup, je comprends d'où viennent tes idées de cahier des charges. Exactement. Hyper détaillées. Tu sais, quand tu as des promoteurs qui font des projets à des dizaines et dizaines de millions qui ont un cahier des charges, qui font ça, qui s'intéressent à tous ces petits détails, je veux dire, nous, comment on peut se permettre de ne pas... Alors, notre cahier des charges va être beaucoup plus petit, il va être à notre échelle, mais d'autant plus. Ça veut dire que c'est largement faisable. Exactement. Donc voilà. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces astuces et tous ces conseils que tu nous as donnés. C'est hyper intéressant. J'aimerais te poser une dernière question. Ah, ça y est, la question piège, elle est là. Est-ce que tu as une anecdote travaux à nous raconter? C'est quoi ta pire anecdote que tu aies pu vivre sur un chantier? Alors, une fois... Ah oui, dans l'hôtel, il m'est arrivé un truc, c'est qu'on a refait toute la plomberie, sauf un tuyau qui était en cuivre, en fait, vu qu'il alimentait un appart qui était occupé, j'ai pas changé. Donc on a fait faux plafond, tout ça. Un tuyau dans tout l'immeuble que j'ai pas changé. C'est ce tuyau-là qui a pété à Noël. Ah non. Et qui m'a fait un bon dégât des eaux. Voilà, donc on m'appelle à Noël, peut-être la veille, le 23 décembre. On m'envoie une photo, il pleuvait, c'était vraiment grosse fuite. Et par contre, heureusement, alors là je vais donner une astuce, comme ça récompensera ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est que niveau assurance, ça a été nickel parce que j'ai fait un truc. C'est quand vous assurez des immeubles, mettez donc il y a l'assurance des murs en tant que propriétaire, la P&O, et il y a l'assurance des locataires. En fait, ne laissez pas les locataires prendre l'assurance, prenez-la vous-même pour que vous soyez chez le même assureur. Ce qui fait que, ce qui était très marrant, c'est la première fois que je remplissais c'est une sorte de, comment on appelle, un constat. Ouais. Et en fait, j'ai dû faire un constat entre moi-même et moi-même. Parce que normalement, tu fais un constat entre l'assureur du propriétaire et l'assureur du locataire. Donc, imagine, il y en a, c'est AXA et l'autre, c'est Crédit, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être Generali. Moi, je crois que j'avais Generali à l'époque. Enfin, je l'ai toujours. En fait, les deux vont se jeter la balle. AXA, il va dire non, c'est l'assurance du locataire, et l'assurance Generali, par exemple, va dire non, c'est l'assurance du propriétaire. Mais sauf que moi, et c'est l'assureur, c'est Generali qui m'a conseillé, et franchement, bravo à eux, parce qu'ils m'ont super bien conseillé là-dessus. Ils m'ont dit, mais intégrez-les dans les charges, comme ça, parce qu'imagine, là, il y a 12 apparts, hein. Imagine, il y a 12 assureurs différents, plus l'assurance des murs. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là, en fait, ça a été super vite. Il n'y a pas eu on se renvoie la balle, parce qu'en fait, c'était Generali, dans tous les cas. Et donc, j'ai pu faire un constat, et en vrai, ça a été, pour le coup, ça a été très réactif. On a fait même en visio, j'ai montré le dégât en visio.
Il y a l'entreprise qui m'a fait un devis et j'ai reçu très vite le virement et franchement ça a été nickel. Donc ça c'est récompense pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous avez un immeuble, faites ça. Ça coûte en plus l'assurance multirisque. Vous la prenez, vous les mettez dans les charges. Ça coûte une dizaine d'euros. Il faut juste dire au locataire de prendre la responsabilité civile. Ça va lui coûter 5-10 euros. À la limite, vous le renvoyez chez cet assureur. Mais au moins comme ça, tu vois, par exemple, c'est comme ici. Tu as un immeuble de 3 appartes. Si tu laisses les locataires, par exemple, chacun, imaginons que tu fais de la longue durée, bah, imagine au rez-de-chaussée, tu as AXA. Ici, tu as Generali et au-dessus, tu as, je sais pas, Allianz. Mais que tu as un dégât qui impacte, par exemple, les 3 appartes, plus les murs, tu as 4 assureurs qui vont se renvoyer la balle. Donc, autant prendre le même. Ça rajoute un tout petit peu de paperasse parce que il faut prendre le truc à son nom. Et encore, franchement, une fois que c'est mis en place, c'est bon. Donc voilà la petite dernière astuce. Merci pour l'astuce. Et puis ouais, bon, c'est sûr que c'était pas un cadeau de Noël très agréable, mais bon, au moins, voilà, effectivement, c'est vrai que cette astuce, elle est bonne à savoir sur les assurances. Dernière petite chose, qui tu pourrais me conseiller d'interviewer sur ce podcast, qui t'aimerais entendre sur le podcast Story Travaux? Pauline, ce serait bien. C'est sûr. Je savais que tu savais. Ouais. Écoute, je pense la deuxième personne, ça peut être Pauline. Ok, super. Qui va aussi envoyer beaucoup d'astuces. C'est sûr. Écoute, merci beaucoup Fabien. En tout cas, on peut te retrouver sur les réseaux sous le nom Rénover pour gagner. C'est ça. Sur Insta, sur YouTube. Google. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas et puis à la prochaine. Allez, c'est le moment d'aller au resto maintenant. C'est ça.